ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma. Je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Hello. Bon, si tu as écouté les 2 derniers épisodes, tu sais. Tu as entendu ce que j'ai traversé, ce que j'ai remis à plat, ce que j'ai déconstruit, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Et aujourd'hui, j'ai envie de te raconter la suite. Mais clairement, c'est pas une suite bien propre. Et il y aura pas de morale non plus à la fin. Il y aura, dans cet épisode de podcast, uniquement que la vérité, rien que la vérité, et tout pour la vérité. Ce moment un peu flou où tu penses que ça y est, t'as touché le fond. Donc forcément, à un moment donné, à force de gratter les bords, la seule issue finalement, c'est remonter. Sauf que la remontée, c'est pas une ligne droite. C'est plutôt une sorte d'escalator qui s'arrête toutes les 2, 3, 5, 10 marches où t'as, en cours de route, des bugs techniques, le truc qui s'arrête, qui repart à l'envers, qui remonte un peu, qui s'arrête. Ça peut être des larmes à midi, ça peut être l'envie d'être en boule en PLS toute la journée ou en plein milieu de la journée. Et une question qui revient en boucle. Et après ça, il y a quoi ? C'est donc le titre de cet épisode. Déjà, commençons par ce que je croyais. Quand j'ai rejoint Indie en tant que Customer Care spécialiste et en CDI, je pensais vraiment que ça allait être la pause dont j'avais besoin. La pause au niveau de la charge que j'avais dans ma tête et de la pression que j'avais sur les épaules. Surtout que c'était et c'est toujours une entreprise que je trouve archi canon, avec des vraies valeurs, avec du sens, et surtout je sortais pas du game de j'accompagne des entrepreneurs. Donc c'était un CDI, un rythme cadré, une équipe ultra sympa, des challenges, des événements, un confort de travail, du sens, des horaires, mais surtout du télétravail. En vrai, sur le papier, c'était carrément top. Et puis, petit à petit, j'ai senti que ça coinçait. Pas tant à cause des gens, surtout pas ça d'ailleurs, non plus à cause de l'ambiance. J'ai envie de dire peut-être à cause du poste, mais c'est surtout à cause de moi. Parce que moi, en fait, je chutais. J'avais un truc qui était bizarre où je sentais mon énergie chuter. Je sentais que j'avais énormément de mal à me concentrer, que j'étais ultra irritable, pardon les proches, fatiguée, vidée, à plat. Et en même temps, sur le papier, j'avais, en tout cas sur le poste en lui-même, j'avais un max d'énergie, j'avais des perfs incroyables. Alors, pour dresser le tableau de ce que je faisais dans mon quotidien, c'était un contrat en 36 heures en télétravail. Et donc je travaillais du lundi au vendredi sur des horaires plus ou moins fixes en fonction de la période de l'année. Et donc j'étais à mon bureau chez moi, donc pour moi c'était très cool. C'est déjà un télétravail dont j'avais l'habitude d'avoir. Avec 1 heure à 1 heure et demie de pause le midi en fonction des jours. Et en fait, j'étais sur Intercom, qui est un système de chat pour faire du customer care. Et donc je recevais des demandes de clients au niveau de leur gestion comptable et administrative. Notamment dans mon cas, j'accompagnais au quotidien des entreprises individuelles, donc des auto-entreprises, des entreprises au réel, en BIC et en BNC.
Et puis il y avait de la TVA évidemment, pas chez tous les clients, mais il y en avait quand même une bonne partie avec de la TVA. Et en fait, on reçoit tout au long de la journée, moult conversations. C'est un flux qui est, incessant, c'est-à-dire que, soit on ferme une conversation, soit on la reporte pour le lendemain pour faire une relance ou pour la clôturer, et au moment où on passe à une action ou on fait quelque chose de cette conversation, une autre arrive. Donc c'est un flux continu d'interactions, de conversations. Et moi qui ai, et c'est ce que je raconte, hein, dans le podcast Tubac Géraldine, moi qui ai fonctionné non pas en amplitude horaire, mais en efficacité sur un temps proposé, en fait, dans mon planning, j'avais tendance à être ultra efficace sur mon temps de travail en disant: «Mais à un moment donné, ça va bien s'arrêter», et en fait, ça s'arrête jamais. Et du coup, il y a eu aussi ce truc de il faut que j'arrive à me mettre dans le salariat et dans le rythme du salariat, c'est-à-dire qu'il y a un temps de travail et dans ce temps de travail, je travaille. Voilà. Et il y a pas de, je termine ma tâche et j'attends. En tout cas, pas sur ce poste. Et donc, sur des semaines, on va dire, normales, on peut avoir entre, 50, 150, conversations. Et en période de clôture, c'est une période qui est beaucoup plus, c'est du rush, hein, clairement. Là, on est censé avoir atteint au minimum 130 conversations semaine. À savoir que ces performances-là, je les avais, très rapidement, après mon onboarding de formation. Et donc très rapidement, j'avais une ultra performance avec, un taux de, qualité, parce qu'effectivement à la fin des échanges, il y a une demande de notation et donc on est jugé sur la qualité de notre travail. Ce qui permet en fait de montrer qu'Indy, est clairement, un logiciel comptable, de qualité, et qu'on s'assure de la qualité de nos échanges et de nos réponses et de la rapidité également. Et donc, tout ça mis bout à bout faisait que, c'était très, 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 très chargeant et très demandant, et donc c'était un rythme, un flux continu sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc à la fois, je sentais que j'avais mon énergie qui baissait, et en même temps, sur mon poste de travail, ça se voyait pas puisque j'étais ultra, ultra, ultra performante. Au niveau des problèmes de concentration sur mon poste en lui-même, ça se voyait pas parce que de toute façon, c'était des sujets comptables, fiscales que je traitais, donc j'étais ultra focus. Par contre, en dehors de mon temps de travail, j'étais, il y avait plus de neurones, quoi. Il y avait plus rien. Vide de sens, vide de cerveau, vide de rien du tout. Extrêmement irritable en dehors de mes heures de travail, extrêmement fatiguée, extrêmement vidée. Et je me disais: «Bon, en réalité, c'est normal, tu as vécu une année de dingue, tu as traversé un truc de fou avec cet impayé. Si tu étais toute neuve, Justine, dans ce poste, peut-être qu'effectivement, tu arriverais mieux à gérer tes émotions et ce serait plus simple, plus fluide pour toi». Et donc je me disais, bah, que c'était normal, quoi, que grave, enfin, à cause de cette année de dingue, mon corps avait besoin de récupérer. Sauf qu'en réalité, ça passait pas, et ça s'est même empiré. Mon corps a commencé à dire stop fin 2024, où j'ai commencé à avoir des symptômes que je considérais plutôt comme des trucs, un peu plutôt, somato, à cause du stress, de la fatigue, et cetera, parce que c'était intense et parce que l'année 2024 a été intense. Donc j'ai commencé à avoir, mon rythme cardiaque qui s'accélérait, des grands pics de stress, des grosses, crises de larmes. Il m'est arrivé de faire un malaise en pleine journée de trop de pression. J'ai eu des plaques, dans le dos, et donc tout ça, je pensais que c'était, un gros contre-coup, et qu'en fait, bah, ça allait passer, quoi. J'ai pris des vacances parce que j'avais oublié, mais en tant que salarié, on peut poser des congés payés. Donc j'ai pris des vacances, pendant les fêtes de Noël, et là, en fait, passé Noël, mon corps a chuté, quoi. Tu sais, c'est comme quand, quand tu tombes malade en vacances. C'est en fait, ton corps qui a l'espace de relâcher, toi ta tête qui se dit: «OK, c'est bon, on peut souffler», et en fait, il y a tout qui lâche. Et bah, là, il y a tout qui a lâché. C'est-à-dire que, j'étais vide et je me demandais ce que j'allais foutre là, et j'appréhende énormément la reprise, en janvier, et la reprise, de mon poste, et ce que j'étais, ce que j'allais faire, ce que j'allais devenir, qui étais-je? Vraiment, c'était assez compliqué. En parallèle, j'avais des demandes prospects en production, création de podcast, ce qui sur le papier m'enchantait, et en même temps, je voyais bien que je mettais plein, plein de freins, plein de blocages, que j'avançais pas. Et donc, début janvier, j'ai parlé à Clément, mon manager de l'époque, en disant: «Écoute,
Là, il y a un truc qui cloche, j'ai besoin de récupérer du temps et j'aimerais, poser un jour de congé par semaine pour passer en 80%. Encore une fois, Indy est une entreprise très à l'écoute et donc immédiatement, il a compris que j'avais besoin de ce temps-là et donc mon planning a été adapté pour que je puisse récupérer un jour par semaine. Donc j'avais, mon vendredi, en plus du samedi, du dimanche, quoi. Ce qui était vraiment très chouette. Pas suffisant pour récupérer, tout ce que j'avais besoin de récupérer visiblement, mais en tout cas, ça me permettait d'avoir un temps de travail moins long et d'avoir un temps de repos plus long. Donc janvier s'est passé comme ça et en février, je voyais que je traînais encore la patte, quoi. C'était vraiment, archi compliqué et surtout, je voyais la clôture comptable arriver et j'étais un peu comme, heu, un lapin, au milieu d'une route de campagne où il y a une voiture qui arrive en plein phare à je sais pas combien de kilomètres heure, genre paralysée, on va où, on fait quoi, on fait quoi, on va où, on fait quoi, on fait quoi, on va où, on fait quoi. Et j'étais vraiment en train d'angoisser sur la clôture comptable qui arrive et le rythme qui va être encore plus intense. Et je savais que si je traversais ça, je ne savais pas comment j'allais pouvoir traverser ça et dans quel état je serais après ça. Et vraiment, j'avais extrêmement peur. Donc je formalisais ça, je l'ai communiqué à mes collègues, à mon manager, à Julia qui est RH, à Laurie qui est Head of Manager. Bref, j'ai tout de suite communiqué il et on a essayé de mettre en place des solutions pour mon confort de travail et aussi ma santé. Et c'est là où on a commencé à envisager potentiellement une possible rupture conventionnelle parce que je disais bien, je suis pas adaptée sur le poste et peut-être que si j'avais été neuve sur le poste, peut-être que j'arriverais mieux à encaisser le truc, mais que là aujourd'hui, c'est hyper difficile, d'être sur le support, d'avoir autant de conversations ultra quali et cetera, autant de volume, voilà et donc on a commencé un peu à parler de la rupture conventionnelle. À ce moment-là, je savais toujours pas ce que j'avais. Je savais que j'allais mal, mais je savais pas ce que j'avais. Et puis les symptômes se sont empirés. J'ai commencé à avoir un rythme cardiaque hautement accéléré. J'ai commencé à avoir plus de plaques dans le dos, à encore plus avoir chaud. J'ai perdu du poids et en même temps, j'avais fait en sorte de perdre du poids puisque pensant que c'était un problème de foie dû à la colère, dû à la fatigue, j'étais en mode détox et tout. Mais clairement au niveau de la tachycardie, il y avait rien qui expliquait le pourquoi et donc c'est là où mon médecin généraliste m'a dit: «Bon OK, on va faire un check-up sanguin, on va faire une prise de sang et puis on va voir ce qui se passe, d'où vient tout ce truc quoi». Et le verdict était une hyperthyroïdie. Et puis avec des examens complémentaires, on a découvert que j'avais la maladie de Basedow, qui est une maladie auto-immune liée à l'hyperthyroïdie. Et qu'en plus de ça, j'avais une tachycardie assez énorme puisque au moment où le médecin au repos a pris mon pouls, j'étais à un battement de cœur de 120. À titre d'info, un humain normalement constitué est plutôt aux alentours de 70 à 85. Et donc moi vraiment ça tapait dur quoi. Donc j'ai bien vu dans la tête, enfin dans le regard de mon médecin qui était un peu genre oula archi inquiet. Très rapidement j'étais prise en charge, une endocrino. On en parle des endocrinos pas bienveillants. Ce sera l'objet d'un autre débat. Mais bref, j'ai eu un rendez-vous chez une endocrino et un traitement très rapidement. Et 4 jours après le début de ce traitement avec un dosage fortement fort en fait, fortement fort, un gros dosage, ça a été la dégringolade. Hem, Déjà sur le coup, quand j'ai appris que j'avais cette hyperthyroïdie et la maladie de Basedow, il y a eu un peu un effet qui se coule de en fait c'est pas moi, c'est pas ma faute. Je ne suis pas incapable, il y a un truc et c'est une maladie et donc je vais devoir entamer un traitement. Mais clairement sur le coup, j'ai pas compris quoi. J'ai quand même paniqué. J'ai cherché sur Google tout ce que je pouvais chercher sur l'hyperthyroïdie, sur comment est-ce qu'on vit avec, c'est quoi les traitements, les effets secondaires, la maladie de Basedow, etc. Comment changer mon hygiène de vie, mon rythme de vie pour pouvoir éviter les zones de stress, les environnements stressants, etc., etc. Autant vous dire que être sur le poste sur lequel j'étais, c'était hautement stressant, hautement challengeant et qu'en fait ça nourrissait cette hyperthyroïdie parce que plus j'avais du stress, plus j'étais active, plus j'avais de la perf, plus j'étais active, plus j'étais active, plus j'avais de conversations. En fait, c'était un cercle vicieux sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et j'ai compris un truc. En fait, j'étais pas juste fatiguée, j'étais pas juste au bout du rouleau, j'étais pas juste incapable, j'étais malade. Et ça change tout.
Clairement, ça change tout parce que finalement, ce n'est pas une histoire de déresponsabilisation, c'est une histoire de, il y a un moment donné, on n'est pas la cause de tout et nos comportements ne sont pas la cause de tout et il y a des choses qui se passent dans la vie et dans le corps qui font que ça impacte et moi, c'était mon cas. J'ai été contrainte de me mettre en arrêt maladie, quelques jours après avoir, négocié ma rupture conventionnelle. Alors encore une fois, ce n'était pas du tout contrôlé, maîtrisé, manipulé, prévu, j'en sais rien. C'était vraiment parce que j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que je passais, en quelques heures, même parfois minutes, par des montagnes russes émotionnelles et énergiques qui étaient genre hyper intenses, quoi. Je pouvais faire, je pouvais aller bien et dans la minute d'après avoir une crise d'angoisse et puis dans les minutes d'après être super déprimée en train de me demander qu'est-ce que je fais sur cette terre, quel est le sens de ma vie et pourquoi j'existe et puis après ah OK d'accord j'ai envie de faire ça et au moment où j'étais en train de faire le truc j'ai plus d'énergie enfin c'était une bipolarité émotionnelle ingérable et j'étais donc incapable de pouvoir travailler réellement sur mon poste, mais aussi globalement quoi. Je ne pouvais pas travailler. Il y avait un néant. C'était le néant et je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais rien prévoir, je ne pouvais pas répondre aux questions, je ne pouvais. Il y avait rien. J'étais une coquille vide traversée par des émotions différentes, pratiquement toutes les minutes ou toutes les demi-heures. Enfin voilà. Donc j'ai été en arrêt. Ça a été assez compliqué quand même à, à accepter. Parce qu'encore une fois, je me suis sentie coupable, je me suis sentie nulle, je me sentais en échec et puis vis-à-vis des membres de mon équipe. Je trouvais ça injuste parce que du coup, le travail que j'allais pas faire allait forcément tomber sur les personnes qui étaient aussi sur mon poste, même si je sais que on est plusieurs dizaines à être sur ce poste-là. Je voyais la clôture arriver, je me disais mais mince, comment est-ce que ils vont réussir à gérer sans être KO, sans subir le travail si moi je ne suis pas là. Encore une fois, j'ai des collègues en or qui m'ont rassurée, qui ont compris, qui m'ont soutenue. Mais bon, n'empêche que c'était dur et en fait, le mois de la période avant la date effective de la rupture conventionnelle, il y a quand même un bon mois quand même de délai. En fait, j'étais en arrêt, donc je ne suis pas revenue sur mon poste. J'ai été en arrêt et clairement, ça a été le grand vide parce que plus de job, plus de boîte, plus de vie, plus d'élan, plus de plan. Juste Marvin, moi, mon chat, notre nouvelle maison, des projets perso, c'est génial. Et en même temps, à côté, je savais pas quoi. J'avais pas de réponse. Et j'avais pas non plus envie d'en avoir. C'était plein de questions. Et en même temps, j'ai pas envie à ce moment-là, j'avais pas envie d'y répondre, quoi. Il y avait juste rien. Rien du tout. C'était je traverse et advienne que pourra, quoi. Je pensais évidemment que avec le traitement, j'allais pouvoir rapidement me remettre en selle, pouvoir rapidement reprendre ma boîte, reprendre rapidement les projets que j'avais mis sur pause. Même si je pensais pouvoir reprendre rapidement, j'avais quand même ce truc de je vais reprendre doucement. Je vais reprendre doucement parce qu'en fait, je peux être tranquille et puis surtout parce qu'il faut que je prenne soin de moi. Donc je peux me poser. Spoiler alerte, non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Encore une fois, la remontée n'est pas linéaire et la remontée est par paliers. C'est-à-dire que j'ai pas repris, j'ai pas continué. Je crois que j'ai juste fait. Ce que j'ai fait, j'ai accepté d'être mentor dans des programmes en ligne, comme ce que j'ai pratiquement toujours fait en plus de mon activité, parce que j'adore travailler en équipe et pouvoir impacter des entrepreneurs à travers d'autres programmes et accompagner, quoi, tout simplement. J'ai repris ça parce que j'avais besoin de me sentir utile et de me raccrocher à quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit oui à ces missions de mentorat, donc au Social Media Lab et à la BSB Academy de Aline de The Bee Boost. Ça n'a pas été simple parce que il y avait ce truc de uniquement l'équipe avec laquelle je bosse est au courant de ce que j'ai traversé et au courant que je sors d'un job et au courant que j'ai eu ma rupture conventionnelle
est au courant que du coup j'ai une partie de chômage pendant quelques mois, mais vraiment quelques mois, hein, et encore j'ai pas l'intégralité de mon chômage parce que je suis en société. Bref, passons. Mais les entrepreneurs que j'accompagne, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Et du coup, j'avais très peur, de ce que on pouvait penser de moi en tant qu'accompagnante et mentor, et aussi j'avais peur de plus savoir faire. J'avais peur d'être nulle, quoi. Vraiment d'être nulle. J'étais tellement dans un truc de ça fait plusieurs mois que j'ai pas accompagné et en même temps je sais que c'est ce que j'aime le plus faire. Et si ça fonctionne pas et si je suis nulle? Et si en fait je les impacte pas et je les aide pas à avancer? J'y suis quand même allée petit à petit, quelques heures, etc., etc. Et j'ai encore une fois compris ce truc que accompagner c'est ce que j'aime faire le plus, quoi. Et c'est ce que je fais de façon la plus naturelle possible. Non pas que ça me demande pas d'effort parce que c'est du job et c'est des neurones et c'est de la réflexion et c'est de la posture et c'est du cadre et c'est plein de choses. Mais c'est ce que j'aime. Et j'ai aussi compris un truc que même si c'est ce que je peux faire, eh bien je ne veux plus le faire comme avant. Je veux plus de pression, je veux plus d'hyper disponibilité, je veux plus de je vais lancer un truc par mois pour relancer la machine. Je veux plus accompagner en podcast, en technique, en stratégie marketing. En tout cas, même si ça fait partie des accompagnements sur des problématiques et des questions sur lesquelles on travaille, je ne veux plus traiter que de ça. Je ne veux plus que l'on vienne me voir pour créer un podcast ou lancer un podcast ou je sais pas quoi. Je veux qu'on vienne travailler avec moi parce qu'il y a une situation qui est bloquante, il y a un humain qui est challengé et donc ensemble, on va dépasser cette problématique-là. Et si le marketing et le podcasting est un levier à actionner, faisons-le. Mais je ne veux plus que ce soit mon étiquette. Je me suis aussi aperçue que j'avais besoin d'un nouveau rythme. J'avais besoin aussi de retrouver du sens. Mais ce que j'ai le plus besoin, c'est de paix. Et je pense que je suis pas la seule. Alors, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Déjà, je suis dans mon jardin. Je vous ai même pas dit bienvenue chez moi. Je suis dans mon jardin. Les petits oiseaux, c'est sont de saison. Donc bon, voilà, je ne suis pas tout à fait toute seule, mais bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, je suis en train de bâtir, rebâtir, j'en sais rien. Je suis en train de faire doucement, pas à pas. J'accompagne encore des entrepreneurs à travers des programmes. Je n'ai pas relancé mes propres accompagnements à moi, mon propre accompagnement à moi, parce que pour le moment, j'en ai pas envie. J'ai pas envie. Voilà, il y a pas d'explication, j'ai pas envie. Mais par contre, ce que j'aime faire, c'est accompagner des entrepreneurs et aujourd'hui, je le fais à travers des programmes et c'est très chouette. Et c'est ce que j'aime faire actuellement. Je me forme puisque là, d'ici quelques semaines, j'entre en école de coaching pour passer la certification de coach professionnel, donc certification ICF niveau 2 et aussi RNCP. Donc je me forme, j'accompagne, je prends soin de ma santé et de ma vie personnelle parce qu'on a des très beaux projets, c'est très chouette. Et aussi, je travaille sur mon projet de livre qui est en attente depuis déjà bien trop longtemps. Voilà ce que je fais. C'est pour ça que je dis je ne rebâtis, je bâtis, je fais, tout simplement. J'avance, mais surtout sans m'imposer une cadence impossible. Et c'est notamment pour cette raison que j'ai mis autant de temps à revenir enregistrer un épisode de podcast ou ne serait-ce qu'à penser podcast. C'est parce que dès que je commençais à me dire ok, on va mettre en ligne les épisodes d'interview que j'ai enregistrés il y a plusieurs mois avec des invités de ouf, je voyais déjà tout ce qui était possible de faire pour faire performer mon podcast sans me foutre la paix sur en fait j'ai un super podcast et j'ai des super interviews et donc je vais les mettre en ligne. Tout était tout de suite un truc usine à gaz. Et pourtant, quand j'accompagne, c'est bien les choses que j'évite de faire faire à mes mentorés. Eh bien, j'étais ma pire conseillère, le cordonnier puis ma chaussée, quoi. Vous avez compris. Donc, j'avance petit à petit, sans m'imposer de cadence. Je fais largement moins, mais je fais mieux. C'est-à-dire que il se passe rien sur Instagram. C'est ok. Il se passe rien sur LinkedIn, c'est carrément ok. Il s'est rien passé en newsletter, c'est ok. S'il y a des mails en newsletter, c'est parce que j'ai un truc à dire, mais il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de cadence. Il s'est rien passé sur le podcast depuis 1 an,
c'est OK. Par contre, il s'est passé énormément de choses dans ma vie, des choses pas visibles, des choses que vous avez découvert du coup sur les 2 précédents épisodes et que vous, du coup, comprenez un peu mieux encore aujourd'hui. Mais quand je dis je fais moins, c'est qu'en fait, il y a plein de choses que je ne fais plus, que je pense peut-être même pas refaire. Pas refaire de sitôt, peut-être même jamais. Et du coup, je fais les choses qui, selon moi, sont mieux, mais elles sont mieux pour moi et elles fonctionnent pour moi aujourd'hui. Surtout, je suis beaucoup plus attentive à ce qui me coûte en énergie, ce qui me coûte en frustration, colère, énervement, tout ça là. Je fais attention aussi à ce qui me nourrit, à ce qui m'use. Je suis attentive. Je suis attentive autant que possible. C'est pas simple. C'est pas simple quand on a eu l'habitude et surtout sur la dernière année où de toute manière j'étais en survie plutôt que en écoute. Et d'ailleurs, pour dire à quel point j'étais en survie, c'est que anecdote, l'hyperthyroïdie, la maladie de base d'eau, peuvent être déclenchées quand on a un terrain génétique et suite à un choc émotionnel. J'ai le terrain génétique. Alors dans ma famille, il y a plus d'hypothyroïdie que d'hyperthyroïdie. Mais parce que mon fonctionnement est déjà plus speed, d'un point de vue naturel et tempérament. Mais aussi l'année dernière, quand Nina nous a indiqué que elle était en liquidation judiciaire, ça a été un véritable choc. Mon dos s'est bloqué, mais c'était tellement impossible que je m'arrête que, comme le signal du dos, je l'ai pas écouté parce que c'était impossible, clairement. Derrière, c'est enchaîné l'hyperthyroïdie, la maladie de base d'eau, pour que je puisse tenir. J'ai discuté il y a quelques jours avec Vanessa et Vanessa, coucou, de Douce Alternative, qui me disait mais en fait je me demande si t'as pas fait en fait un burn-out, même si tu t'es pas levé un matin en blackout. En fait, ce que tu as traversé, et ce que tu me racontes aujourd'hui et ce qui se passe d'un point de vue émotionnel, ce qui s'est passé sur les derniers mois, je me demande si t'as pas traversé ou en tout cas t'étais dans le burn-out avant le blackout, quoi. Et je pense que mon hyperthyroïdie m'a évité le burn-out et en fait, c'est ce truc de survie qui s'est déclenché. Donc, j'ouvre une parenthèse, un impayé n'est jamais juste une question d'argent. Je continue sur cette ouverture de parenthèse. Un impayé engendre des problèmes d'insécurité personnelle, en plus de tout ce qu'on peut traverser en termes de colère et d'injustice. Ça, c'était mon cas. Et je continue cette ouverture de parenthèse. Il est impossible de se détacher de son entreprise ou de se découper de son entreprise quand on traverse quelque chose qui bouleverse sa vie personnelle. J'espère que je me suis bien fait entendre parce que moi, j'en ai eu des remarques de « mais Justine, faut vraiment que tu apprennes à te détacher de ta boîte ». Pardon, mais quand tu as un impayé, peu importe le montant, que tu as travaillé pour ça en plus, que tu pour ma part, on parle quand même d'un truc qui avoisinait les 30 000 €, qui a remis en question ma façon dont j'allais pouvoir rémunérer les personnes qui travaillent avec moi, qui a mis en danger ma société parce que je n'avais plus de trésorerie, où j'ai dû injecter de l'argent personnel pour pouvoir continuer de faire tourner la boîte et de payer les personnes qui travaillaient avec moi, parce que j'avais trop de clients, que je ne pouvais pas travailler seule pour pouvoir faire rentrer du cash. Pardon, mais forcément que ça devient personnel quand en plus il est question de sa propre rémunération et de ses propres projets de vie. Je ferme la parenthèse. Donc, aujourd'hui, je fais du coup beaucoup plus attention. J'écoute beaucoup plus, je suis beaucoup plus attentive à ce qui me coûte, ce qui me nourrit, ce qui m'use. J'ai arrêté de courir et je m'arrête de courir quand je me vois courir. On dirait une Jean-Claude Van Damme, mais je vous assure, parfois on repart sur des trucs. En tout cas, je repars dans des schémas de fonctionnement, on va dire naturels, mais qui sont pas du tout naturels en fait en réalité. Tout ça pour tenter de revenir à l'essentiel. Et même si c'est pas tous les jours facile, même si je doute beaucoup, et aujourd'hui, je me sens carrément plus alignée qu'à n'importe quel moment des 2 dernières années. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Je voulais aussi ouvrir une nouvelle parenthèse, décidément il y a plein de parenthèses ici, à toutes les personnes qui ont écouté l'épisode de podcast, donc dans le podcast de la Loose et aussi chez Tuba. Grand merci pour l'ensemble de vos messages de soutien, messages d'amour,
et aussi beaucoup de messages qui me disaient à quel point j'étais courageuse. Je crois pas, en fait, je suis persuadée qu'à ce moment-là, c'était pas du courage. Encore une fois, c'était de la survie et fallait sauver les meubles et fallait que je sauve ma peau, quoi. Il fallait que je sorte de ma boîte pour pouvoir savoir où est-ce que j'allais. Et l'idée de prendre ce CDI là chez Indie, c'était j'ai besoin de sortir de ma boîte pour ne plus me rémunérer, donc renflouer les caisses et gagner en clarté. Oui, je me suis plus rémunérée. Non, j'ai pas renfloué les caisses parce qu'en fait j'ai arrêté de vendre. Et finalement j'ai pas tant gagné en clarté. Parce qu'en fait j'étais dans un rouleau compresseur, mais ça c'est parce qu'on l'a vu, il y a mon hyperthyroïdie et voilà, donc c'était un rouleau compresseur. Mais merci en tout cas à toutes les personnes et si ça peut aider des gens à prendre des décisions comme reprendre un taf, parce qu'en fait il faut reprendre un taf pour soi et pas pour les autres, hein, je parle vraiment pour soi, bah faites-le. Et ce taf peut très bien être de votre métier, comme ça peut être quelque chose de plus alimentaire, comme ça peut moi pour le coup Indie c'est la seule entreprise à laquelle j'ai postulé et si j'avais pas été prise j'aurais juste continué je pense à faire mon business ou alors un burn-out, j'en sais rien. Mais voilà, donc tout ça pour dire que aujourd'hui je me sens beaucoup plus alignée que sur les 2 dernières années parce que bah, j'ai créé le vide, en tout cas j'ai pris le vide et c'est nécessaire en fait. Et du coup pour demain, parce que j'ai plein de questions de alors tu vas rouvrir Mova, alors c'est quoi tes projets, alors on te revoit quand sur Instagram, alors, bah j'ai pas beaucoup de réponses. Mais en même temps, c'est là qu'on arrive aux vraies questions. Parce que je suis encore en train de suivre mon traitement et que ça fait que quelques semaines que j'ai l'impression de me retrouver, hein, parce que le dosage a été diminué au fur et à mesure, parce qu'il y a eu des bons résultats au niveau du traitement. Donc, pour le moment, j'ai pas de réponse à apporter sur il y a quoi demain, mais par contre, j'ai des vraies questions. Parce que je suis encore en train de suivre mon traitement, parce que j'ai pas de plan en 12 étapes pour savoir ce que je vais faire, mais surtout, j'ai des intuitions, des élans, des stops et des refus. Et la première question auquel je commence à avoir une bribe de réponse, c'est est-ce que j'ai encore envie de ce modèle-là? Est-ce que j'ai encore envie de reprendre mon business comme je l'ai laissé il y a 6 mois? Est-ce que j'en ai envie? Ce modèle-là, c'est le modèle évidemment où on confond croissance et santé. C'est le modèle où la réussite se mesure en nombre de reels, de tunnels, de chiffre d'affaires, en nombre de posts, en nombre d'invitations, en nombre de publicités que l'on lance, bref. Ce modèle-là, bah franchement non. Ça c'est une des premières réponses que je peux apporter, c'est j'ai pas envie. J'ai pas envie de reprendre mon business comme je l'ai laissé il y a 6 mois. J'ai pas envie de le reprendre dans ces conditions-là, j'ai pas envie de le reprendre à ce rythme-là. J'ai plus envie de me tordre et de me bloquer le dos pour rentrer dans une stratégie, plusieurs trucs là qui sont ultra étouffants, ultra anxiogènes, ultra culpabilisants. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ce qui permet du coup d'aller à une autre question. À quoi est-ce que ça peut ressembler une entreprise aujourd'hui qui ne m'abîme pas? Une entreprise où je peux créer quand j'ai de l'élan et ne rien faire quand j'en ai pas. Une entreprise où je peux m'absenter sans culpabiliser, sans avoir peur que ça y est, on va me juger, que ça y est, je suis caca chien ou je sais pas quoi. Une entreprise où je gagne ma vie, même si j'aime pas dire gagner sa vie parce qu'en fait on la gagne pas, on l'a, c'est tout. Mais une entreprise où je me rémunère pour pouvoir investir dans ma vie, voilà, disons-le comme ça, sans me cramer. À quoi pourrait ressembler une entreprise qui suit mes saisons internes parce que on n'est pas toujours up et je vous conseille pas de l'être parce qu'en fait c'est pas naturel du tout. À quoi pourrait ressembler une entreprise qui respecte mes ressources, qui ne me pousse pas à produire quand j'ai besoin de guérir, quand j'ai besoin de prendre soin de moi, quand j'ai besoin de silence, quand j'ai besoin de me taire, quand j'ai besoin d'arrêter d'écouter le monde, les gens. J'ai pas encore toutes ces réponses-là, mais la seule réponse que je peux apporter aujourd'hui, c'est que je crois que c'est possible. Même si clairement ça veut dire sortir du moulin, disons-le. Et pour ceux du fond, faut le dire peut-être plus fort, il est tout à fait possible de créer ce genre d'entreprise si c'est ce dont on a besoin.
Et c'est tout à fait possible de le faire dès lors qu'on décide d'arrêter de faire ce qui fonctionne pour les autres, même si ça peut fonctionner sur papier chez nous, mais en tout cas, ça veut dire sortir du moule. Et du coup, comment est-ce qu'on existe en ligne sans jouer le jeu qui épuise? Je crois que c'est et je l'ai toujours plus ou moins fait tout de même à travers le podcast, même si effectivement et podcast et plus spécialement Réveille ton bise, puisque c'est bien de ce podcast dont il est question aujourd'hui, m'aider à créer du contenu de façon plus simple pour moi, parce que c'est plus simple pour moi de structurer un épisode de podcast, de dire les choses et de prendre le temps de les dire et de choisir mes mots. Plus efficace pour moi aussi en termes de visibilité, en termes de confiance et de conversion. Je l'ai dit dans plusieurs épisodes de ce podcast, plusieurs épisodes de podcast Réveille ton bise, à quel point le podcast est un levier de visibilité, de confiance et de conversion. J'ai plus rien à prouver, j'ai plus rien à dire à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai déjà fait depuis le début, en utilisant des canaux et des leviers qui, moi, me correspondaient aussi aux personnes avec qui j'avais envie de travailler. Mais effectivement, il n'y avait pas que le podcast, il y avait des articles de blog, une newsletter, Instagram, alors LinkedIn, quand j'y pensais, quoi, quand je me souvenais qu'il y avait ce réseau social. Mais sinon, mon triptyque, c'était vraiment ça, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on existe en ligne sans jouer le jeu qui nous épuise? C'est en choisissant en fait ses propres règles, c'est en choisissant où est-ce qu'on a envie de parler, la manière dont est-ce qu'on a envie de parler, à la fréquence et la non-fréquence aussi. Mais je crois que c'est en désobéissant aussi. C'est en sortant de ce truc de faut publier sur Instagram une fois par jour, sinon l'algorithme il nous oublie, qu'il faut faire une stratégie de story avec gna 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 gna. Peut-être qu'on peut arrêter ce genre de choses. Peut-être que si on était moins nombreux à suivre ça, à faire les moutons et à s'épuiser, peut-être qu'on pouvait réfléchir à un autre modèle, à un autre système qui fonctionne et qui arrête d'épuiser et les créateurs et les consommateurs. Parce qu'il faut aussi penser à ces gens-là qui sont assommés d'autant de contenu que d'air sur cette terre, clairement. Et puis ça peut être aussi en acceptant d'être moins visible. On n'est pas obligé d'être visible autant. Peut-être qu'on peut être moins visible de partout, mais qu'on peut être plus rare, plus vrai, et ça n'empêche pas la valeur de la personne que l'on peut être et de la valeur de ce qu'on apporte à nos clients. Ça peut être aussi d'arrêter de parler pour ceux qui n'écoutent pas. Je parle aux consommateurs de contenu. D'arrêter de parler pour l'algorithme aussi, les algorithmes. Et je pense que c'est aussi en disant haut et fort que je suis là, mais je ne suis pas un produit. Je suis là pour accompagner des personnes qui rencontrent X, Y problématiques et avec qui je suis la personne idéale pour collaborer avec eux. Je suis bien là, je suis bien présente, mais je suis pas un fucking produit. Et surtout, je pense que l'autre question qu'on peut se poser, auquel j'ai pas encore vraiment de réponse, c'est si l'ambition changeait de visage et si on arrêtait de viser plus, si plutôt on visait mieux, si on visait les choses différemment, et si on remplaçait scaler par plutôt régénérer, quelque chose, de plus vivant, de plus égalitaire, régénérant pour les humains, pour l'impact autour de nous. Et si finalement aussi notre réussite, c'était pas le 1 million d'euros, les 100K à l'année ou j'en sais rien, mais plutôt de se sentir libre, vivant, autonome, en paix. Voilà où est-ce que j'en suis. Voilà les bribes de questions que je me pose, les débuts de réponses que j'ai. Donc il y a pas de certitude, et il y a pas de et demain il y a quoi. Il y a aujourd'hui je suis et j'essaye d'être. Je fais ou je ne fais pas. C'est tout. C'est de l'exploration. Clairement, c'est de l'exploration et je crois que en fait, c'est un peu ça la vie. C'est pas suivre des modèles qui ont fonctionné ou pas fonctionné, c'est pas refaire les choses, les réinventer tout le temps. Parfois, c'est aussi essayer des choses par soi-même, apprendre évidemment des autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'exploration fait aussi partie de l'innovation et de la vie qu'on peut mener sur cette terre, quoi. Et du business que l'on peut construire. Peut-être qu'on peut tester des choses et sortir du moule et proposer des choses différentes et se dire que finalement, si on décide d'arrêter de
Encore une fois, je vais prendre l'exemple d'Instagram, mais si on décide d'arrêter d'être une machine à contenu sur Instagram pour être visible et vendre et avoir des stories qui servent du tunnel de vente H24 avec du ManyChat à fond, peut-être qu'on peut proposer des choses différentes et que ça fonctionne et que du coup, on autorise d'autres personnes à faire les choses différemment. Peut-être que l'exploration peut aussi être libératrice pour des personnes qui se sentent bloquées et qui osent pas et qui ont peur que si on n'applique pas ce qui fonctionne, on retourne caissière à Mammouth, quoi. Bon, j'ai rien contre les caissières. J'ai encore rien contre Mammouth. Peut-être que vous aussi, peut-être que toi aussi, t'es dans ce moment-là, ce type de questions, ce moment flou, ce moment un petit peu suspendu, truc un peu arrêté dans le temps et le temps court, quoi. Peut-être que toi aussi, t'as plus envie de faire comme avant, de faire comme les autres. Peut-être que t'as envie de réinventer, mais tu sais pas quoi ni comment. Peut-être que t'as juste envie d'explorer, mais que c'est pas simple l'exploration. Ça veut dire potentiellement aller moins vite, se tromper, apprendre. Bref, peut-être que t'as envie de choses nouvelles, différentes et que c'est difficile. En fait, c'est ok. Et si t'avais besoin de le savoir, t'es pas seule. On est dans le même bateau. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, en tout cas dans cet épisode de podcast, qui je ne sais pas combien de minutes il fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu, si t'as reconnu des bouts de ton propre chemin, des questions que tu te poses, si tu veux m'apporter des réponses à ces questions-là, ou en tout cas étayer un peu la réflexion, ouvrir le débat, viens me le dire. C'est pas parce que je publie plus sur Instagram et les réseaux sociaux que mes DM sont fermés, bien au contraire. Ma boîte mail fonctionne, mon compte Instagram fonctionne. Tu vois, je suis dans mon jardin, j'ai des oiseaux, tente le pigeon voyageur, il y a bien moyen que ça arrive quelque part à un moment donné. Et puis, si t'es dans cette phase et maintenant, t'es pas seul. Parce qu'il y a un après, mais l'après, c'est à nous de voir comment il peut se construire et à quoi il ressemble. On est vraiment plusieurs personnes, en tout cas de plus en plus, je trouve. Je pense à Laure Daudier de Maslow Boîte, je pense à Laura Besson de Bien dans ta boîte, je pense à Thomas Burbidge, je pense à Safia Kourari aussi. On est plusieurs à chercher des façons différentes, quelque chose de plus sain, safe. Je pense aussi aux copines Julie et Julia, bref, à plusieurs personnes que tu connais peut-être, qui ont ouvert aussi cet espace de réflexion, du choix des projets que l'on a, du choix de vie que l'on veut avoir, et de notre façon de faire les choses. Parce qu'encore une fois, tu es un être humain unique avec une vie unique et qu'en fait, il y a personne qui est capable de te dicter quoi faire. C'est à toi de décider. Mais on cherche un nouveau chemin à notre manière et je trouve que c'est ça qui est cool. Bref, je m'arrête ici. On se retrouve dans le prochain épisode, parce que prochaine, n'importe quoi. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, repose-toi, respire et rappelle-toi que tu peux ralentir sans régresser. Bye bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye.